bienvenue chez vous, puisque c'est la permanence des députés, et les députés, c'est votre représentant à l'Assemblée nationale, donc ce qu'on appelle un représentant de la nation. Voilà, on voyage un peu, j'étais à Marseille samedi, parce que j'ai fait un tour de France sur notre programme sur la culture, donc j'ai vécu et j'ai défilé à Marseille avec les Gilets jaunes, comme souvent à Marseille, bien chaud. Et donc, mais très convivial, et c'est pour ça. Et donc voilà, moi je suis ici pour vous écouter, et répondre à des questions si je peux. Et voilà, je veux juste me présenter. Donc moi je suis Michel Larive, je suis député du groupe La France Insoumise. Donc nous sommes 17, un groupe ultra minoritaire, puisque nous sommes 17. Il y a 314 députés LREM, une centaine, LREM c'est la République en marche, une centaine de républicains, une trentaine de socialistes, un groupe communiste et républicain où il y a un député de moins que nous, et puis il y a un nouveau groupe qui s'appelle Liberté de Territoire, mais qui recouvre un arc de droite à gauche. Et puis les supplétifs, ce qu'on appelle les supplétifs, c'est les UDI et le MoDem, qui sont pour le MoDem inscrits dans la majorité présidentielle, et les UDI qui votent 80% des lois du Parlement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne votons aucune, bien entendu, des lois qui sont passées dans l'hémicycle, et nous regardons avec un très très grand intérêt ce que vous faites, ce que font les Gilets jaunes partout, parce que vous êtes peut-être en train de réussir là où nous avons nous échoué. Donc on regarde avec bien sûr bienveillance, mais de loin, et comme l'a dit Jean-Luc, comme le disent tous nos collègues et camarades sur les plateaux de télévision, on est en accompagnement, en soutien. Pourquoi en soutien? Parce qu'on n'a pas envie de récupérer les Gilets jaunes, parce que si on réfléchit bien, c'est pas nous qui récupérons les Gilets jaunes, c'est les Gilets jaunes qui nous récupèrent. Parce que vos revendications sont quand même très très semblables aux nôtres. Celles qu'on a donc évoquées pendant les élections présidentielles et législatives que nous adopterons dans les prochaines élections qui arrivent, européennes et puis le reste. Donc voilà un petit peu, je voulais poser un petit peu le contexte sur le paquet de lois qui arrive. Il va y avoir du boulot. Moi, je suis content qu'il y ait une contestation. On savait que ça allait démarrer. On sentait à Paris que c'était chaud, qu'il ne manquait pas grand-chose, qu'il manquait une étincelle. Cette étincelle, oui, il y a une allumette, si vous voulez. En tout cas, c'était la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase. Et on a senti qu'effectivement, il se passait quelque chose. Et voilà. C'est très bien parce que derrière, ce qui arrive en 2019 n'est pas très sympathique du tout, avec l'assurance chômage, les retraites, et voilà. Alors nous, on lutte dans l'hémicycle, mais à 17, on a les médias parce qu'on a quand même des tribuns dans notre groupe, on a les médias qui nous relaient, mais qui nous tapent plutôt dessus, et maintenant il y a vous, et je redis, vous êtes peut-être en train de réussir où nous avons échoué, alors continuons, je vais vous écouter. Ce que je veux dire aussi quand même, c'est que je l'ai oublié tu es où Anaïs, sur le rebord de ta voiture, en haut, sur le rond-point de Saint-Giron, à l'entrée de Saint-Giron, j'ai récupéré, c'était quand, samedi dernier, un manifeste de vos collègues, qu'un de vos collègues a écrit, et qui est intéressant, et m'ont demandé ce que je pensais, et j'ai vu dans les autres manifestations, moi je leur ai dit de faire une lettre de doléances, et les autres manifestants en France font ça, un cahier de doléances. Ça rappelle quelque chose de 1789, hein, de toute manière, ces doléances-là, et je pense que c'est pas une mauvaise idée. Maintenant vous faites comme vous voulez. Voilà ce que je voulais dire, bienvenue encore une fois chez vous. Alors la parole, c'est tout comme vous voulez. En moi, j'ai une question. Effectivement, les députés, c'est nous qui les avons élus. Alors, vous êtes...
présentez-vous comme ça, moi je sais. Ah, Nadia. Nadia, et vous Je travaille à l'usine Continentale à Foix. Ah, d'accord. Voilà. Et donc, moi je voulais savoir, les députés, comment ils peuvent, vous êtes effectivement minoritaire à l'Assemblée nationale, Malheureusement, on est extrêmement minoritaire. ils peuvent quand même faire en sorte que tout ce qu'on demande, ça remonte. Ah. Vraiment à l'Assemblée nationale, pas, parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'ils votent des lois pour ne pas donner de gifle à son enfant, ils votent des lois. Pardon, plus bas. donc moi je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce qu'il est possible de faire, qu'est-ce que vous pouvez faire. Surtout qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas voter de loi comme ça dans l'extrême alors qu'ils le font en permanence. Mais ils ne votent pas les lois qu'on demande. La loi passe dans la nuit sans qu'on le sache. Non mais on le sait le lendemain. Ça aussi. Voilà. C'est comme la retraite à 63 ans. C'est ça. Il y a quelques jours. Si vous voulez, moi, on va prendre 2-3 questions, je prends la vôtre. On va prendre 2-3 questions et comme ça je répondrai à 2-3 questions. Par contre, je veux bien. La motion de censure, quelle chance elle va permettre? Ok, motion de censure. Je reprends. Selon la... Suppression d'un CSG pour les retraités que je suis. Il y en a beaucoup. Ah, merci. Oui. C'est le papier dont je vous parle. Oui, je l'ai aussi. Surtout de l'ISF. On pourrait supprimer, par exemple, ce serait intéressant, ce serait un très bon début, je pense, supprimer, par exemple, cette charge inutile sur les retraités et autres, et le transformer par leur établissement de l'ISF, par exemple. Mais il y a tellement de conditions à ce que ce peuple se calme, parce que c'est une insurrection. Donc ce peuple se calme, il y a tellement de choses qui se sont cumulées pendant des années qu'il est très difficile pour chacun de nous de mettre en avant la première des choses qu'il faudrait avoir. Comment on allume la mèche? Par quelle on l'éteint? Parce que il vaudrait mieux l'éteindre que l'allumer là. Hein? Bon. Et il y a tellement de questions à poser. Et je pense qu'une des choses qui serait très importante, c'est l'exigence du peuple à ce que le président s'explique. Et pas se dire que, ma foi, on le voit à la télévision, il est très mal à l'aise, il se frotte les mains comme ça. On dirait qu'il a des engelures partout, tellement il se frotte les mains. Hein. Merci. Bon, on l'a remarqué à la télévision, il était vraiment pas à l'aise. Hein. Voilà. Je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Bon, moi, j'ai fait une petite synthèse que j'ai lue hier à l'Assemblée des Gilets jaunes, hier soir. Nous étions sur le parking d'Inter pour nous réunir, voilà, en plein bain. Alors, bon, c'est avec mes mots, mais c'est synthétisé. Je vais essayer d'être brève pour laisser la parole à tout le monde, aux autres après. Bon, diminuer le train de vie de la classe politique en prenant exemple sur des pays tels que la Norvège, avec une petite question subsidiaire pour faire un peu d'humour. Quel est le prix du parc automobile de Matignon? J'aimerais savoir. Mais bon, ça c'est pour faire un peu d'humour. En même temps, on n'a pas trop envie de rigoler. Vous comprenez bien que la situation est un peu quand même exceptionnelle. Ça fait 50 ans qu'il n'y avait pas eu de mouvement tel que ce qui se passe en France actuellement. Nous demandons, enfin moi je demande, là je parle un peu à mon nom individuel, mais Gilets jaunes, création d'assemblées citoyennes consultatives, c'est-à-dire une démocratie plus directe où la base à la parole et n'est pas destinée à subir les décisions prises par une classe politique qui n'a pas ou peu connu la vie salariée ouvrière. Le seul ministre qui était issu de ces classes que l'on dit d'en bas, c'était Bérégovoy. Voilà. Le bon, Bérégovoy. Alors, le point principal, j'en viens au cœur du sujet. Je vais quand même y arriver. Le point principal de la revendication. La revalorisation du pouvoir d'achat. Je pense qu'on est tous d'accord. Alors, premier point. Revalorisation du SMIC. René, tu avais dit 300... Oui, mais je prendrai la parole après, moi. Continue. 300 € de plus. Oui, mais... Si on revalorise le SMIC, on va revaloriser tous les salaires.
Donc est-ce que c'est faisable? Non. Et ceux qui touchent, Pensez au ceux qui touchent Oui, pas parce que tu peux pas non, te mais ceux qui ne retrouver en travaillent tant pas, que ça va pas SMICard les au même niveau que des gens qui sont du juste SMIC au-dessus. et baisse des charges pour les J'ai- PME j'ai- et De toute façon, tous les salaires sont indexés sur le SMIC. Voilà, donc là ça On va augmente être le SMIC, beaucoup. Laissez-la exprimer, puis voilà, après... oui, Bon, je termine, merci. Allez, on continue. Revalorisation des retraites, CSG, ça c'est souvent revenu dans nos assemblées. Fermez la porte. Ça vous dérange pas? Non, pas du tout. Non, c'est eux qui font un peu des sous. Je suis pas venu appeler là. Vous avez la dépêche. C'est nous qui vous récupérons alors. Voilà, exact. De toute façon, comme vous l'avez dit, on est chez nous. Je vais refaire le briefing depuis le début. Non, parce que ça sert à rien, parce que de toute façon, moi je vais y revenir aussi. Alors. Ouais. On va pas Je vais continuer. faire vite. Nous avons dit diminuer le train de vie de la classe politique en prenant exemple sur des pays tels que la Norvège. Question subsidiaire, quel est le prix du parc automobile de Matignon? Bon, 2. Création d'assemblées citoyennes consultatives, c'est-à-dire une démocratie plus directe, où la base à la parole et n'est pas destinée à subir les décisions prises par une classe politique qui n'a pas ou peu connu une vie ouvrière salariée. Le seul en 50 ans fut Bérégovoy. Et nous sommes dans une situation qui fait penser à mai 68, mais bon. Alors, j'en viens au cœur des revendications. Le point principal de la revendication des Gilets jaunes, il semble que c'est la revalorisation du pouvoir d'achat, revalorisation du SMIC. Nous avons dit 300 € plus, mais il y a des ajustements techniques dont il faudra parler. Revalorisation des retraites, 1200 €, plus de CSG. Réappliquer l'ISF. Que le travail soit payé pour ce qu'il demande d'effort et non plus au rabais la plupart du temps. Point crucial qui a fait déborder le réservoir. Baisse des taxes sur les énergies. EDF, gaz, carburant. Et sur l'eau. Non pas seulement sous forme de chèque énergie, mais une baisse réelle des taxes grâce à la participation des grands groupes financiers tels que Bouygues, Bolloré, les groupes de presse. Taxer les grands groupes financiers sur l'écologie. Total, par exemple. 5%, par exemple. Voilà, j'ai fini. Merci d'avoir écouté. Peut-être ça vaut le coup que monsieur Larry réponde un peu. Ça commence à faire un petit peu. Juste, je peux. Juste pour rebondir. Dans les revendications, il y a également les inégalités sociales. Oui. Ça va pas être une attaque personnelle, mais par exemple, un salaire, vous êtes député, c'est ça? Oui. Un salaire de député et un salaire, je pense, de la personne qui est ici. Il y a une marge, une différence qui est énorme. Sûrement que vous avez énormément de travail, mais nous aussi. Et je pense qu'il faudrait quand même que ce soit moins cher. Et tous les autres. Sans compter les régimes de retraite aussi. Je pense que c'est important. Que les régimes de retraite soient pareils pour tout le monde, que ce soit les politiques ou nous. Ce qu'on voit qu'un... Ça y est, pour moi, depuis le premier Pour jour. vous, mais pas pour vous. Pas les sénateurs. Mais pas au-dessus. Et je pense que c'est aussi important parce qu'on nous dit à nous de faire des efforts, à nous le petit peuple, comme on nous dit, hein, le petit peuple de faire la France laborieuse, de faire des efforts quand on entend des députés ou, voilà, qui disent on ne peut pas vivre sainement avec 5 000 €, c'est une honte. Quand nous, on n'a même pas 1 000 € par mois. Donc je pense que il serait bien aussi qu'ils montrent l'exemple en se disant, voilà, on se met aussi au régime de retraite, parce que là, on prend nos retraités, moi je ne suis pas à la retraite, j'y suis loin, hein. Mais on prend nos retraités et eux, ils ne font même pas l'effort de se dire, on va changer notre régime de retraite. Et je pense que là aussi, ça serait quand même un grand pas économique qui pourrait être réinvesti dans le reste de la France. Moi, j'aurais autre chose à rajouter. Vous croyez qu'il est utile aujourd'hui de payer à vie nos 4 présidents qui sont à vie? Les 4 présidents, quelqu'un qui part à la retraite dans le privé,
eh ben, il n'a pas le droit à tous ces avantages tels qu'ils ont. Quand on perd un boulot, on ne garde pas le salaire du boulot qu'on a fait. Ça nous coûte, ce sont déjà aujourd'hui, on en a un qui a 80 quelques années, on en a un qui a 50 ans, ça va nous coûter cher. On n'a pas de voiture, on n'a pas de secrétaire. S'il vous plaît, arrêtez. Laissez répondre aux questions qui ont déjà été posées. Sinon, à midi et demi, 2 heures de l'après-midi, on sera encore là. On n'aura pas avancé. Parce que justement, ça chauffe là-haut encore. Aujourd'hui, je vous donne en direct, là, il y a un lycée qui est en train de brûler à Aubervilliers. Voilà. Aubervilliers, c'est la circonscription de notre collègue Bastien Lachaud, France Insoumise. Voilà, donc il y a la Concorde est bloquée, les ambulanciers ont fait un barrage de nuit. Donc voilà, donc, moi je ne vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, mais vos revendications ressemblent donc très fortement à toutes celles que nous avions nous énoncées durant les campagnes de 2017, présidentielles et législatives. Alors comment les députés peuvent-ils faire pour remonter les revendications à Paris? Nous avons par territoire, on est 17 donc on a plusieurs territoires, donc moi je m'occupe aussi du Lot, des Hautes-Pyrénées, du Gers, on remonte toutes ces informations-là, et ces informations-là, on va se faire fort de les ramener au président de l'Assemblée nationale, puis nous côtoyons, nous les ministres, nous avons déjà les possibilités de faire les questions au gouvernement, bien entendu, et j'ai fait une question au gouvernement là-dessus la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, sur les Gilets jaunes, et en prenant un exemple tout à fait concret, celui de la Réunion, où là, on avait, c'était le début d'un cycle extrêmement violent, mais sans accusation, parce que ce qui est violent, c'est surtout ce que vous avez tous dénoncé, c'est que depuis 30, 40, au moins ça, voire 50 ans, la violence, c'est la violence qu'impriment les politiques aux gens qui travaillent. Effectivement, la baisse, la hausse du temps de travail, la baisse des salaires, et puis quand on vous enlève les cotisations, on vous enlève du salaire. Hein. Les cotisations, c'est du salaire différé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous enlève des cotisations sur la retraite ou sur autre chose, et on vous dira dans un moment, mais on ne peut plus vous payer la retraite parce que vous ne cotisez plus. Donc voilà. Donc il y a une politique que nous ne votons pas. Nous n'avons bien sûr voté aucune de ces lois scélérates, c'est comme ça qu'on les appelle. Ça a commencé très très vite avec la casse du Code du travail, et puis juste avant les ordonnances, pour pouvoir passer ceci sans avoir besoin d'avoir un débat. Je ne vais pas rentrer dans la technique parlementaire, mais sans avoir besoin d'avoir un débat contradictoire énorme, par ordonnance, on peut passer un maximum de lois. Voilà, voilà comment on va faire, on va remonter tout ceci, donc je vous dis, on a noté là, mais si vous avez d'autres documents avec des lettres de doléances, nous les remonterons, bien entendu, à qui de droit. La motion de censure, est-ce qu'elle a une chance? Nous avons initié donc cette motion de censure. Nos collègues et amis communistes du groupe communiste, GDR, communiste et républicain, vont la signer. Donc, nos 2 groupes, on est sûr de la signer. Oui, les socialistes hésitent. Alors, ce qui est étonnant, mais bon, c'est comme ça, les socialistes hésitent. Par contre, il y a... À ce moment-là, oui, parce que c'était de l'humour. Et donc, par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y a peut-être des députés de la République en marche qui, eux, vont la signer. Qui disent, enfin, ils ne vont pas la signer, mais qui disent, nous, on aurait bien envie de la signer. Et pourquoi ils le font pas? Voilà. Voilà, pourquoi ils ne le font pas? C'est qu'à un moment donné, si vous avez envie, allez-y. Voilà, donc, elle a malheureusement, donc c'est pas un 2, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne peux pas vous dire de quoi sera fait demain. Les événements vont tellement vite, et je vous donnerai mon sentiment sur ces événements-là. Donc, on ne sait pas, mais... Normalement, elle n'a pas de chance de passer, mais ça va être surtout, vous savez, nous on est 17, donc quand on va avoir une niche, on va proposer des lois pendant une journée, on va proposer 5 lois. Aucune de nos lois va avoir une chance de passer, seulement on va mettre le doigt, on va appuyer là où ça fait mal, justement sur la casse sociale, et on va avoir là une caisse de résonance et surtout des médias qui vont relayer ce que nous allons dire. Alors sur la suppression de la CSG, moi je suis complètement d'accord, quand on explique que pour le bien de tout le monde, on va taper les plus pauvres, non, puisque le plus grand nombre en ce moment, ce sont les plus pauvres. Donc voilà,
vous savez, on a quand même des gens qui nous expliquent, à l'Europe notamment, Juncker, qu'à un moment donné, des décisions seront prises hors du champ démocratique. Il le dit carrément, pour le bien de tout le monde, hors du champ démocratique. Et vous avez des traités, là par contre, pour l'éteindre, vous avez des traités qui sont négociés de gré à gré entre États ou même entre multinationales et États. Et nous, représentants du peuple, nous ne sommes pas consultés. Nous n'avons même pas le droit de dire c'est bien, c'est mal. Voilà. Eh ben, on n'est pas loin. Je sais pas comment ça s'appelle. Depuis janvier 2018, même avant, j'avais dénoncé un système autoritaire en place. Parce que ce système autoritaire, et là ils viennent de le dire, quand ils disent comme ça, on va... certains parlent de l'état d'urgence, ils n'ont même pas besoin de mettre l'état d'urgence en place. Puisque les lois de l'état d'urgence, ils les ont transposées dans le droit commun. Donc, ils peuvent rien qu'avec le droit qu'ils ont. Ils veulent nous faire peur, c'est tout. Voilà, les lois qu'eux ont posées dans le droit commun, ils peuvent perquisitionner quand ils veulent, faire, ils appellent ça des visites. Enfin, vous savez ce que ça veut dire. Le rétablissement de l'ISF, bien entendu. En plus, c'était le truc, on a réfléchi, alors après, on a des gens qui sont plus médiatisés dans notre groupe que d'autres, donc c'est Ruffin qui a pris la parole en disant rend l'ISF, mais on a regardé le truc, on a dit, ils vont augmenter les trucs de 3,8 milliards, et l'ISF c'est 3,8 milliards. Et augmentez pas les choses et reprenez l'ISF. Voilà, tranquillement. Voilà. Mais non, on nous explique que, et encore ce matin, que ça permet que les gens puissent investir dans l'économie réelle. Ça n'est pas vrai du tout. Ça n'est pas vrai du tout. Vous avez le CICE. Là, cette semaine, ça va passer. Et là, on a ce qu'on appelle le PLF, le projet de loi de finances. Et ce CICE-là, pour rattraper les choses, ils risquent de le doubler. C'est-à-dire, au lieu de 20 milliards, il va passer à 40 milliards. Mais quand ils avaient fait ça, et là, c'est pas eux qui ont commencé à faire ça. C'est Hollande, bien sûr, sur une idée de Macron. Mais à l'époque, sous le gouvernement Hollande. Eh bien, à partir de ce moment-là, si vous voulez, c'était pour pouvoir justement que l'économie réelle ait un sursaut et qu'on puisse embaucher. Est-ce que vous avez vu un retour d'embauche? Donc c'est un cas perdu. Et Total ne paie pas d'impôts, ne paie pas d'impôts, ou très peu d'impôts. La dernière fois, ils ont payé 8 000 € d'impôts. Et ils ont 12 milliards de bénéfices. On n'est pas les pires, puisque ce matin, je viens d'avoir un petit texto où au Danemark, Total fait 13 milliards de chiffres. Non, c'est aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, 13 milliards de chiffres d'affaires et 0 € d'impôts. Il y a plus que, il y a Amazon. Alors, la liste complète des revendications, comme vous dites, c'est très difficile de faire la liste complète des revendications. Vous avez complètement raison, parce que c'est une casse, c'est petit bout par petit bout, et vous savez comment font les capitalistes. C'est comme ça, c'est-à-dire que quand ils prennent une usine dans le privé, ils ferment un service, un deuxième service, un troisième service. Et maintenant, ça, c'est appliqué au public. Et à la fin, quand ils ont fermé tous les services, il signifie que la coquille est vide, donc il faut la fermer. Et alors, le fait de dire que le service public coûte cher, ça permet de fermer le service public. Et moi, la dernière fois que j'étais sur CNN, sur un plateau télé, je leur disais, mais écoutez, vous avez parlé de Paris, des choses comme ça, mais vous savez, les gens les plus nombreux qui sont dehors ne sont pas à Paris, ils sont dans les provinces. Parce que nous, non seulement la taxe sur l'essence, sur le gasoil, ça va impacter véritablement les gens parce qu'il n'y a pas de solution alternative. Il n'y a plus de transport en commun. Nous, à Saint-Giron, nous a fermé la gare en 75. Enfin, le trafic voyageur, après la gare en 91. On n'a plus de transport en commun. Essayez d'aller de Saint-Giron à la Blanée ce matin. J'arriverai ce soir. Ensuite, que le président s'explique, il serait peut-être temps qu'il s'explique. Les trains de vie, alors, les trains de vie, le train de vie d'État, je suis tout à fait d'accord, mais sur les trains de vie, les premiers trains de vie, quand on nous dit que c'est une excellente chose que M. Arnaud soit maintenant la 4e ou 5e fortune du monde, mais c'est une excellente chose pour lui, mais pas pour vous. Pas pour moi non plus.
voilà. L'argent n'est pas péjoratif. Non, non, mais bien sûr, moi, sur un plateau, j'ai dit, écoutez, il a le pognon qu'il a, moi, ce que je combats, je veux le partage, et la première chose que je combats, c'est la pauvreté. Voilà, c'est ça le truc. Donc il faut être, à un moment donné, égalitaire. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que nous avions prévu pour les gens qui sont en politique depuis un moment donné, ça ne les empêche pas de travailler. Moi, jusqu'au... si on fait son mandat de député, on ne peut pas travailler à côté. Un député qui travaille à côté, eh ben, il y a une des deux choses qui fait mal. Il choisit. Alors voilà, mais moi jusqu'au 17 juin 2017, je travaillais. J'ai 52 ans, je travaillais toute ma vie. Et j'ai eu des périodes de chômage, je me suis même retrouvé au RSA, donc je connais tout ça. Donc à partir de ce moment-là, et vous avez raison, il y a des gens qui sont professionnels de la politique. Nous, on les voit, et ils ne sont pas dans nos rangs chez nous, vous savez, parce que humainement, il faut regarder aussi ce qui se passe. C'est passionnant ce qu'on fait, on l'a choisi. Mais il y a par exemple, moi ça va, on a une maman qui est aide-soignante, qui s'appelle Caroline Fiat. Elle laisse 3 enfants à la maison, hein, quand elle vient. Bon, ok, elle a un bon salaire et tout, mais elle a des enfants que pendant 5 ans, elle voit grandir par pointillés, choses comme ça, et pour défendre des choses, et c'est une des plus vigilantes sur la défense des acquis sociaux, parce que maintenant on n'est plus dans la recherche d'avoir de nouveaux acquis, mais de défendre ceux qui nous restent. Voilà, alors ensuite, sur les créations d'assemblées citoyennes, bien entendu, et puis le SMIC, la revendication du SMIC, complètement d'accord, c'est ce que nous disions, et alors, c'est vous, madame, qui disait, mais ça va augmenter tous les salaires. Moi, j'ai envie de dire, et alors? Par rapport aux artisans. Mais ça, je vous dis oui, ça va. Mais ce qui nous fait peur, c'est pour les petits artisans, monsieur. 40 milliards, oui, vous avez raison. C'est ça. 40 milliards le CICE et 100 milliards d'évasion fiscale. Donc ça en fait 140. Avec ça, on peut faire. Et sur les petites entreprises. C'est ça, c'est parce qu'on dit, on ne parle pas que pour nous. On sait très bien que l'augmentation du SMIC, il y a aussi, ça va impacter aussi les petits indépendants et commerçants. Et voilà, et c'est pour ça que la question est un peu plus compliquée. Pour les petites entreprises, je m'excuse bien, mais je vais reprendre, c'était dans notre programme de Mieux en commun, mais c'est ça, c'est-à-dire que les augmentations de salaire, l'État compense par rapport au chiffre d'affaires et surtout aux bénéfices des entreprises. Effectivement, les entreprises du CAC 40 qui font d'énormes bénéfices, et je reprends Total, elle paiera plein pot, voire même plus, que des TPE, des artisans, qui seront accompagnés à 80 voire 90% jusqu'au moment où après ils rattrapent sur leur carnet de commande. C'est-à-dire qu'après, toute l'économie, c'est un cercle vertueux, toute l'économie monte. Alors effectivement, en faisant ça, c'est une politique de réponse, pas à la demande, c'est pas la politique de l'offre, c'est la politique de la demande. Mais si à partir du moment où on vous augmente vos salaires, ce que vous voulez faire, c'est peut-être consommer plus aussi. Donc, vous allez engager sur les trucs de la demande et vendre. Et effectivement, ça crée une inflation au départ de 4%, ça crée une inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix de 4%. Mais c'est mécanique et ensuite, les choses se stabilisent. Et aujourd'hui, vous avez vu quand même qu'on vous demande ça et tout doucement, Édouard Philippe dit qu'il n'y aura pas de coup de pouce pour le SMIC. Mais ça, c'est dégueulasse parce qu'il devrait y avoir au moins un coup de pouce à hauteur de l'inflation, quoi. Et ça n'existe plus. Le truc absolument dégueulasse aussi pour les retraités, c'est que vos retraites ne sont plus indexées sur l'inflation. Ça, c'est énorme. Parce que ceux qui ont encore des crédits, des choses comme ça, parce qu'il y a des retraités qui ont encore des crédits sur la maison, des choses comme ça, qui courent encore 4 ou 5 ans, cela, ça va être très compliqué pour eux. La redistribution de l'argent, elle se fait en haut, elle ne se fait pas en bas. Oui. Quand on se rend compte que, par exemple, les bénéfices dégagés par les entreprises par le biais des investisseurs financiers revient à 90% aux financiers et à 10% aux gens qui travaillent, là on pourrait commencer aussi à mettre le doigt. Parce que ces économies, cet argent dégagé vers servirait peut-être à augmenter le SMIC, à créer des crèches, parce que on a des manques terribles en fait avec les services publics. Voilà. Et peut-être, pourquoi augmenter le SMIC alors que peut-être que même avec 1100 € de libre, hein, si tout le reste était vraiment à la hauteur de ce qu'on gagne. Parce qu'à force d'augmenter les choses, on va toucher un plafond.
Oui, et en plus, ils vont le garder, ces choses-là, parce que plus personne n'aura les moyens de se les acheter. Ah oui, alors, par exemple, sur l'énergie, on sait très bien que le moteur à hydrogène marche très bien. Moi, j'ai un ami qui est ingénieur en carburation. Il m'a dit, le moteur à hydrogène, c'est fabuleux. Mais vous avez combien de stations à hydrogène? 2 à 12, pas plus. Il n'y en a pas plus. Alors que le véhicule électrique, il m'a dit, c'est une catastrophe écologique. Catastrophe écologique. Mais dans le titre de l'article 68, dans le titre de l'article 68, ça permet de destituer le président de la République. Alors, j'ai regardé dernièrement, il faut les 2 tiers. Oui, mais il faut les 2 tiers, mais est-ce qu'on peut le demander? Est-ce qu'on peut le demander en tant que député, même si ça aboutit pas? Une motion de censure, c'est ça. Ok, parce que cet article prévoit la destitution en cas de haute trahison envers le peuple français. Le fait de donner une haute cour qui se met en place. Le fait de donner un peu plus d'1 milliard d'euros au roi du Maroc pour une ligne de TGV entre Rabat et Casablanca, je crois, est-ce que c'est pas un crime de haute trahison, puisqu'on prend plus d'1 milliard d'euros au peuple français pour le donner aux Marocains? Donc, est-ce que c'est pas un crime de haute trahison? Je sais pas, ça je peux pas me substituer à une juridiction, mais c'est une question que vous posez. C'est plutôt taper sur les gens. Non mais, oui, ça c'est vrai. Taper sur les gens, c'est un crime, on ne peut pas discuter. Mais de prendre de l'argent du peuple français à hauteur de un peu plus d'1 milliard pour donner à un pays étranger. Alors que son pays est en train de mourir, surtout. Pardon? Alors que son pays est en train de mourir. Exactement. Il y a 140 000 SDF dans les rues. Parce qu'on serait tous riches, le problème ne se poserait pas. Non, mais... Mais voilà, c'est de laisser ces citoyens mourir. Que tout le monde puisse parler. Il y a un vrai autre. Alors, sur l'ensemble des points de l'Ariège, nous avons essayé de faire des relais. Ces relais ont ressorti toute une liste que je vais vous donner de constatations qui n'ont pas bien fonctionné ou qui n'ont pas correspondu à nos intérêts, aux intérêts du peuple. Ça, je vous la remettrai après. Ensuite, les Gilets jaunes de l'Ariège, pour une France plus juste, vous donne tous les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord. Et puis, par contre, des points que nous souhaiterions voir être mis en place. C'est simple. Nous disons non aux partis politiques et aux syndicats qui ne défendent pas le peuple qu'ils représentent. Et il y en a. Non aux grandes différences de salaire entre le peuple, les élus et les patrons privilégiés. Non aux actionnaires et banques qui ne réinvestissent pas dans les entreprises françaises. Je vais vous le donner, monsieur, vous n'avez pas besoin de l'inscrire. Non à une justice à plusieurs vitesses selon que l'on est pauvre ou puissant. Non à une Europe des inégalités et des concurrences déloyales. Non au trop grand nombre de députés et sénateurs français qui doit être divisé par 2, voire nos amis allemands. On est tout le temps en train de nous dire les Allemands font ceci, c'est très bien, les Allemands font cela, c'est très bien. Donc faisons la même chose. Non au trop grand nombre de députés européens qui nous coûtent très cher avec leurs palais somptueux qu'ils se font construire. À la limitation de vitesse à 80 km/h, ça s'est ressorti aussi par la population. Non à la suppression des APL de 50 € aux retraités et aux handicapés. Ça suffit aussi de taper sur les retraités et les handicapés. Par contre, nous sommes pour que les anciens élus puissent continuer bénévolement à travailler avec les nouveaux élus pour le bénéfice du peuple. Ils peuvent continuer à travailler bénévolement. Après l'âge de la retraite, personne ne les en empêche, puisqu'ils s'y trouvent très bien. Alors, qui continue à travailler? On est pour les balances commerciales équilibrées. Ça suffit maintenant de faire rentrer des produits étrangers et ne pas pouvoir sortir de produits français, puisque de toute façon, il n'y en a plus. Une aide aux entreprises françaises qui veulent se réimplanter sur nos territoires. Oui au retour des services publics de proximité. Oui aux fins de droit de nos anciens dirigeants, versement d'une retraite équivalente aux années effectuées, comme pour les travailleurs. Il n'y a pas de raison qu'on paye des retraites aux présidents, aux députés, n'importe quoi, parce qu'on nous dit tout et n'importe quoi. On n'est vraiment pas très au courant exactement des faits, mais par contre, on sait qu'on paye des retraites à nos anciens présidents. Et M. Macron, qui n'a que dans les 40 années, on n'a pas fini de payer. Hein. Oui à la modification de la Constitution, une Constitution citoyenne.
Oui à la prise en compte des bulletins blancs lors des votes. Là, ça suffit. À Évry, on a élu un maire. Premier tour des élections, moins 85% d'abstention. 80% ou 82%. Deuxième tour, 85% d'abstention. Monsieur est très fier, il a été élu avec 67% des 15%. Alors arrêtons. Si on avait pris les votes blancs ou les abstentions, peut-être que ça aurait réellement donné la vérité. Oui aux décisions et votes des lois soumises au référendum du peuple pour les lois les plus importantes. À la revalorisation du SMIC sans augmentation de charges sociales. C'est-à-dire qu'actuellement, 35 heures, brut déduction CSG et ORDC, 1480, net 1149. Nous demandons pour 35 heures, toujours, un brut de plus 300%, donc un brut de 1780, mais avec un net de 1449. Que cette tranche d'augmentation ne soit pas soumise aux charges sociales, puisque les patrons chaque fois nous disent « ça suffit maintenant, on ne peut plus augmenter les salaires parce que nous sommes dépassés par les charges sociales ». Eh bien, ne faisons pas payer les charges sociales. Voilà. Oui à la remise en place de l'ISF, par certaines tranches, parce que c'est pareil, l'ouvrier qui hérite de la famille, d'une maison, et qui a déjà sa maison, ou qui hérite d'une maison de campagne, là il va se trouver avec le droit à l'ISF. Par contre, ces messieurs qui s'achètent des yachts, des tableaux, des trucs et des machins, là ils ne payent pas. Et là c'est non. Donc CSG à partir d'une certaine tranche, pour une certaine somme et par tranche. Oui à la suppression des CSG pour les handicapés et les retraités. Par contre, nous refusons catégoriquement des taxes à venir, la vignette de vélo, les retransmissions sportives, les livraisons de colis à domicile, etc. etc. Ça suffit les taxes, on n'en veut plus. On veut bien continuer à payer celles qui sont existantes dans la mesure où on nous les demande plus, mais on ne veut plus qu'on nous en colle. Parce que bientôt, on va sourire, on va dire bonjour aux voisins, on va nous coller une taxe de 50 centimes. La diminution des pensions de réversion. Ça, on est contre aussi. Parce que nous, bien sûr, on ne va pas être impactés. On est déjà à la retraite. Mais nos enfants, quand ils seront à la retraite, n'auront pas le droit. Dans la mesure où ils ont une retraite correcte, c'est parfait. Mais quand on est tout seul, on ne peut plus y arriver. Et puis surtout, pour moi personnellement, et pour beaucoup d'entre nous, refus des 11 vaccins obligatoires. Ça suffit d'empoisonner nos enfants. Ça suffit d'agresser surtout les laboratoires. J'ai également un message à vous lire de la part de la Fédération nationale du marché en France. Voilà. Elle crie le ras-le-bol des commerçants de marché en France qui endurent un racket permanent et incessant. Ils en ont assez de subir de manière récurrente toutes les hausses relatives à l'exercice de leur activité. Et là, il y en a une tartine, hein, parce que comme pour tout le monde, ils sont surchargés de charges. Mais aussi, ils en ont marre de l'investissement obligatoire lié aux interdictions de circulation des véhicules anciens, en zone ZFE, étant un caillou supplémentaire dans la chaussure du professionnel. Parce qu'on nous dit nos voitures polluent, ceci, cela. Mais arrêtez, laissez travailler les gens. On nous dit l'argent pour le salaire pour les gens qui travaillent. Laissez travailler les gens qui veulent travailler. Trop, c'est trop. Cessez de les assassiner et de nous assassiner. Car face au silence assourdissant des membres du gouvernement, au regard de nos très nombreuses requêtes, ils s'interrogent. Les commerçants de France, de marché, sont-ils des Français à part entière? Leur monde est-il si différent de celui de nos élus pour se voir refuser tout dialogue? En tout état de cause, 172 000 entreprises de commerce ambulants et leurs quelques 60 000 salariés qui constituent la dynamique économique essentielle des cœurs de ville et entretiennent un véritable lien social avec les citoyens, refusent d'être des laissés pour compte. Leur colère est au paroxysme. Ils exigent d'être entendus et écoutés. Ça, c'est la Fédération pour les marchés. Voilà, juste un petit mot, parce que nous aussi, on a 20, je suis sur les marchés, je suis commerçante sur les marchés. On a également 20% d'hausse sur le nouveau contrôle technique. Or, nos véhicules, à aujourd'hui,
comment vous voulez qu'on puisse continuer notre activité avec ce genre de hausse. Et puis on n'en peut plus. La CFE, ça a augmenté. On a nos retraites également. Nos assurances, on a une hausse de 1,5 à 4% des tarifs d'assurance. On a l'électricité pour nous les pros. On a le gaz, nous aussi, parce qu'il y a certains alimentaires qui utilisent le gaz. On n'en peut plus. On est vraiment là, vraiment à plus, bon, avec notre revendication des Gilets jaunes, où nous trouvons que nous avions moins de personnes qui viennent sur le marché. Nous sommes présents. Quand vous vous déplacez, que vous avez la hausse du carburant et que vous vous déplacez, que bon, on est dans le même combat que vous, et puis on veut que ça finisse. On veut, surtout au niveau de l'essence, surtout au niveau de toutes ces tarifs. Au niveau du contrôle technique, non, mais pas seulement l'automatisation, mais l'impossibilité de certains véhicules de rouler. C'est une catastrophe. Ça c'est sûr, mais le fait de ne pas pouvoir rouler avec son véhicule, au moins jusqu'à ce qu'il finisse sa vie, quand même. Je veux dire, l'ancien contrôle technique allait quand même correctement. On demande également que vous redonniez du pouvoir d'achat. Pour donner ce pouvoir d'achat, nous vous demandons d'arrêter de nous écrouler sous les taxes. Réduisez d'abord vos salaires de 10%, ainsi que de tous vos ministres et amis, ainsi que de nos anciens présidents, et remettez les SF en place. Ça, ce sont les commerçants qui demandent ça. Avec tout ça, vous verrez que vous allez faire des économies pour la France et redistribuer ses richesses là où il le faut. Demandez à la femme de M. Macron de réduire ses dépenses. Des assiettes en carton pour une réception entre amis, c'est très bien. Nous voulons pouvoir vivre dignement. Redonnez-nous notre France avec du pouvoir d'achat pour tout le monde. Redonnez aux retraités ce que vous leur avez pris. Donnez aux hôpitaux des moyens dignes. À nos infirmières iront travailler avec envie. Redonnez-nous des écoles où nos enfants puissent étudier en toute sérénité. Redonnez aux forces de l'ordre les moyens nécessaires de travailler pour nous protéger. Ne touchez pas à nos acquis, sécurité sociale, CAF et retraite. Si vous ne voulez pas écouter nos revendications, nous pouvons, en tant que citoyens français, demander votre démission ou destitution par l'article 68 de la Constitution française. Pour cause, vous amenez vos concitoyens à vivre dans la misère, et la misère, c'est la mort. Les petites gens qui ne sont rien, les commerçants, les artisans, les agents de toutes les administrations françaises, les agents hospitaliers, les avocats, les taxis, les chauffeurs, et tant d'autres en ont marre. Alors sachez, monsieur le préfet, que nous avons créé une... Monsieur le député, ça sera pour la prochaine fois. Nous avons mis en place sur l'Ariège une pétition. Cette pétition, nous vous demanderons dans quelques temps de la faire remonter. La pétition, elle n'est pas faite uniquement sur le coin de Panier, elle est faite sur Mirepoix, Lavelanet, Saint-Giron, etc. Toute l'Ariège signe la pétition. On vous demandera de nous recevoir à nouveau une autre fois avec l'autre député et avec le sénateur, de façon à ce qu'on puisse vous remettre devant l'huissier ces pétitions et que vous puissiez les faire remonter. Il s'agit qu'actuellement, il y a déjà 425 000 pétitions sur Internet qui ont été signées pour la démission de M. Macron et de son gouvernement. Donc, nous continuons les pétitions et quand il nous en faudra un peu plus que les 600 000, puisque normalement, vous nous confirmez bien que c'est 600 000. C'est pas 1 million. On nous dit que c'est 600 000. Dans la loi, c'est 600 000. J'ai lu la Constitution, je suis allée voir, et ça, par rapport aux chiffres, le nombre de signatures, l'article 68 ne le dit pas. Bon, alors, monsieur donc, le député, je sais pas, monsieur le député, vous serait-il possible, au niveau de l'Assemblée nationale, de vous renseigner, de savoir combien il faut de pétitions et de le faire redescendre, pour que nous, on puisse agir davantage. On vous laissera un contact, monsieur, il n'y a pas de problème. Le détail de l'article 68, en fait, bien détaillé, on a une équipe pour ça. D'accord. Voilà, maintenant je vous remets donc les 4 documents. Et puis je vais vous dire deux, trois petites choses quand même. Merci. C'est pas moi.
On s'applaudit tous. D'accord. On s'auto-félicite. On s'auto-félicite. L'ensemble des revendications, là, la quasi-totalité, il y a quelque chose qu'il faut que je vous dise quand même. La quasi-totalité des revendications qui sont là, moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les gens ont peur qu'on récupère le mouvement. Non, non, nous, on ne va pas récupérer le mouvement puisque vous nous avez récupéré, puisque c'était ce qu'on disait en 2017. Par contre, il y a un truc quand même que je veux vous dire, c'est que je suis d'accord, il y a un train de vie de l'État et à un moment donné... C'est le roi soleil, monsieur. Oui, attendez, il y a d'autres choses quand même. Si vous divisez par deux, là c'est ce que veut faire Macron. Il va, là, au mois de janvier, relancer la réforme constitutionnelle. Nous sommes contre ça, divisé par deux. Parce que si vous éloignez, écoutez, 2 députés en Ariège déjà, moi, ma circo, elle va de Prat-Bonrepos jusqu'à Moulin-Neuf, en passant par ça, Verdun et tout. Et alors, des gens me disent, alors, je vois tout le monde, j'essaie de voir tout le monde par petits groupes, parce que je ne peux pas les voir un par un. Donc c'est énorme. Il veut un député en Ariège. Il y a même des départements qui sont peut-être rattachés ou des choses comme ça. Je crois que c'est une mauvaise chose. Éloigner les centres de décision des citoyens, c'est une très mauvaise chose. Ce qu'il veut faire aussi, c'est supprimer les communes. De toute façon, on va le virer, monsieur. S'il continue avec ses conneries, il va foutre le feu partout. Alors, on s'en fout de ce qu'il va faire en mois de janvier. Il sera viré d'ici là. Vous demandez quand même la division. Attendez, j'ai bien entendu que vous demandez de diviser par 2 le nombre de députés. Oui, oui. Bon, voilà. Donc, moi, pour réduire les dépenses, simplement. Parce que, à mon avis, c'est pas une bonne idée parce que vous n'aurez plus de représentants. Vous ne connaissez pas jusqu'à présent. Vous ne connaissez pas. Ah, mais la porte est là. Ah oui, bien sûr. Mais oui, mais enfin, moi, le truc, c'est exactement. Ce qu'il veut, c'est que vous soyez de plus en plus éloignés du centre de décision. Il n'y aura plus les départements, il n'y aura plus. Les communes vont sauter, il y aura des super communautés de communes avec une région, c'est des landers comme l'Allemagne. Vous avez dit l'Allemagne. L'Allemagne, moi j'y vais des fois au Bundestag, je travaille avec mes homologues députés du Bundestag, et en Allemagne, le Parlement, vous avez des sièges, nous on a des sièges, ils sont fixes. Hein. Alors, quand il y a eu les réformes, qu'il a fallu rajouter des sièges, ils sont... Moi, je suis dans un truc, je suis comme ça. Hein. Donc, c'est pas grave. Mais en Allemagne, ils ont carrément des sièges qui se mettent et qui se défont. Et ils ont de plus en plus de députés. Ils ont 739, je crois, députés. Et c'est le 2e parlement le plus important après la Chine. Et les Allemands, justement, quand ils ont fait leur élection, ils ne savaient pas le nombre de députés qu'ils allaient avoir. Parce que c'est à la proportionnelle, c'est un peu compliqué après. Et donc, c'est à la fin qu'ils ont su qu'ils avaient 739 députés ou quelque chose comme ça. Et ils ont donc rajouté des sièges. Donc, en fait, les Allemands, les leçons qu'on doit recevoir de l'Allemagne, c'est peut-être des leçons de démocratie. Parce qu'effectivement, eux n'enlèvent pas le nombre d'élus. C'est pas là. Le problème, il n'est pas là. Le fric, il y a un gabegie en haut de l'État. Mais le fric, la véritable gabegie, c'est le CICE, c'est l'évasion fiscale. Parce que 100 milliards d'euros d'évasion fiscale, et quand la Banque européenne file 1000 milliards aux banques pour se renflouer, vous ne voyez pas un centime dans l'économie réelle. C'est là le véritable problème. C'est le ressort des banquiers. Ne vous trompez pas de colère. Parce que, comme l'a dit un des messieurs ici, c'est ce que veut Macron. C'est que vous n'ayez plus de députés, que vous n'ayez plus de représentants. C'est ce que veut John Kerr. Et comme ça, vous pourrez hurler dehors, et eux, ils auront le droit pour eux pour vous envoyer des CRS. Le principe de l'impôt, moi je vais vous dire mon avis, le principe de l'impôt, il est normal si on veut des hôpitaux, des écoles, si on veut payer nos fonctionnaires. Mais il faut qu'il soit égalitaire, c'est-à-dire qu'il faut que les gens qui ont beaucoup, écoutez, nous on avait proposé 14 tranches d'impôts. Et à un moment donné, quand on disait on prenait tout, c'était au-dessus de 360 000 € par an, il y avait une taxe à 100%. Le mec, il avait quand même 360 000 € par an. Ça va, il peut vivre, quoi. Je veux dire, avec 368, bon, ça va. Ah, avec 5 000 €, ils sont obligés de manger des pâtes quand même chez vous. Ouais, mais ça, ce sont les députés de la République En Marche, on n'aura pas osé avoir cette indécence. Donc, à partir de ce moment-là, si vous voulez, ne vous trompez pas, parce que Total, lui, sera bien à l'abri. Et vous savez, Louis Vuitton, Pinot, tous ces gens-là, eux, si vous les laissez partir, ils diront, ouais, je paye 50%, l'autre il a 73 milliards, il lui restera donc 35, 36 milliards pour vivre.
Voilà, ça devrait aller. Donc là, les 36 milliards, c'est bien plus que le budget de l'État, voilà, des hauts là-haut. Donc, alors, moi je suis d'accord pour le train de vie, effectivement, mais si vous demandez la réduction du nombre d'élus, vous vous tirez une balle dans le pied. Il faut que vous soyez de plus en plus représentés, que des gens comme vous puissent faire comme Caroline Fiat, qui est à l'Assemblée. Et là, c'est la seule. De l'autre côté, il y a beaucoup de DRH. Hein. Et donc, voilà, c'est la seule aide-soignante pour 577 députés. Je crois que c'est la seule. Il y en a peut-être une autre. Non, je crois que c'est la seule. Il y a quelques agriculteurs, mais pas des petits. Il y a des gros agriculteurs, voilà, des gros céréaliers qui, eux, sont bien, enfin, voilà, bien assis. Et voilà, donc je pense que c'est sur le partage de l'effort, c'est sur ce partage-là qu'il faut intervenir. Et ça, c'est depuis 30, 40 ans. Il faut que les gens qui ont beaucoup plus paient plus pour que la solidarité veuille dire quelque chose. C'est-à-dire que le mot solidarité, il a une entrée et une sortie. Pour que tout le monde vive à peu près bien, il faut que là, il y a les riches qui fassent des efforts pour tout le monde. Sinon, ce qui va se passer, c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, ras-le-bol, c'est que les gens ne peuvent pas voir passer des Rolls-Royce, des Mercedes tous les jours, et en crevant la dalle. Donc, ils vont aller chercher par la force ce dont ils ont besoin. Et voilà. Alors, on me dit, vous êtes, monsieur Mapato m'a dit, mais vous cautionnez les violences. Je cautionne rien du tout. Je cautionne pas les violences. Ce que je vois, oui, effectivement, c'est qu'il y a des gens qui sont exaspérés, on ne les écoute pas, on ne les entend pas. Qu'est-ce qu'ils font au bout d'un moment? Ils hurlent, et voilà. Et donc, après, il y a des gens qui en profitent, effectivement, des casseurs. Et puis, samedi, il n'y avait pas que des casseurs, il y avait des gilets jaunes. Ça fait la 3e fois qu'ils se font gazer et taper dessus. Au bout d'un moment, écoutez, quand on vous gaze vos enfants, votre femme, ça va, quoi. Et à un moment donné, ils disent, et ça c'est humain, quoi. Et au bout d'un moment, ils disent, ils nous ont pas toujours compris, et ils continuent à nous gazer. Voilà. Alors sinon, sur l'ensemble du reste de ce que vous avez dit, je suis 100% d'accord. Voilà. Et puis voilà, parce que l'impôt, si vous ne le payez pas, comme la chose est universelle, les premiers qui ne le paieront pas, ce seront les plus riches. Par contre, après, c'est comme les cotisations. Quand on vous enlève les cotisations, on vous dit, on vous augmente votre pouvoir d'achat. Ah, ça oui, sur le moment. Mais par contre, quand il sera le moment choisi pour pouvoir vous verser vos retraites, on vous dira, oh, vous n'avez pas cotisé, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc à un moment donné, il y a cette réflexion-là. Et après, pour le reste, bien entendu, on s'occupe de l'article 68, et sachez que, bien sûr que nous, on est plutôt heureux de voir ce qui se passe, parce que les revendications se font fortes. Et, vous savez, moi je le redis, si ça fait augmenter tous les salaires, je dis, eh oui, et alors, le pognon, on l'a. On est toujours la 7e puissance économique mondiale, il y a des gens très riches, 30% de la part est partie de la part du travail vers le capital, et on est les champions d'Europe du dividende par action. Donc ça va de ce côté-là. Alors, quand on a demandé, nous, à taxer le capital, ils nous ont dit, ah, ça va pas, ils vont se barrer. Mais qui se barrent? L'usine, elle reste là. Hein. Et nous, Carlos Ghosn, c'est un truc énorme. Le truc, mais nous, on a des gens très compétents. On n'a qu'à changer de patron, on les paiera moins cher. Ma foi, c'est pas grave. Hein. Des gens compétents, on en a plein, des écoles. Hein. Voilà, j'aurais une question à vous poser. Oui. Vous voyez, excusez-moi, 15,6 millions le type par an, il a payé. 890 SMIC. Ah, là, il y a un problème, vous voyez. Il y a un problème beaucoup plus grand que... C'est complètement con, la vaisselle de Sèvres de l'Elysée. Mais Carlos Ghosn, c'est 15 millions par an, quoi. Alors là, lui, c'est lui qu'il faut taxer. Ici, elle est que lui. La motion de censure, vous êtes 17. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, la motion de censure est une possibilité de faire tomber le gouvernement et de repartir au vote de l'Assemblée? Est-ce que ça fait tomber le gouvernement. Le gouvernement, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la possibilité de faire abstraction des groupes opposants, abstraction à vos divergences politiques, de vous regrouper, faire comme nous, quoi. Est-ce que vous ne pouvez pas travailler ça au niveau de l'Assemblée? Ah mais oui, moi je suis d'accord, on n'arrête pas. On n'arrête pas de parler. Moi, je parle avec tout le monde, sauf effectivement, excusez-moi, mais il y a un bord, c'est peut-être aussi mon histoire familiale, mon histoire personnelle, il y a un bord qui fait que j'ai pas de contact avec eux, je ne souhaite pas en avoir.
c'est l'extrême droite. Oui. Mais après, tout le reste, tous les députés, je discute avec eux. Je suis président d'un groupe de travail. J'ai des députés de droite, de En Marche et tout, avec eux. Et je dis ce que vous dites. Et à un moment donné, je les mets devant leurs responsabilités. Quand je prends la parole dans l'hémicycle, je dis, écoutez, là, on est tous des êtres humains. Et là, on a un problème. Est-ce que vous pouvez peut-être, en vos âmes et consciences, voter ou ne pas voter, mais en vos âmes et consciences. L'objectif aujourd'hui, c'est d'éteindre le feu, parce qu'il y a le feu. Mais moi, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Maintenant, ils le font. Monsieur Lassalle a eu le culot. Le courage. Moi, je voulais dire le culot, parce qu'il savait à quoi il s'attendait. Jean, le problème, c'est que Jean, on le voit une fois par mois. Oui, mais ça fait rien, monsieur. Ouais, non, ça fait pas rien, je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y en a qu'un qui a eu le courage de le faire? Parce que lui, il a un statut spécial, c'est-à-dire il vient une fois par mois et il dit des choses au demeurant intéressantes, mais il vient une fois par mois et il peut faire ça. Et il va prendre 1 700 €. Et nous, on va prendre 1 700 € aussi. Parce que si tout l'hémicycle le fait, vous ne prendrez pas les 1 700 €. Bien sûr, bah non, mais vous pensez que la République en marche pas de faire? Bon, ils n'ont pas les moyens d'acheter un. Voilà, et comme ils ont la majorité absolue, alors par contre, il y en a un autre qui a fait ça, 1 700 €, et on va lui payer son amende, parce qu'on est solidaires entre nous. C'est Jean-Hugues Ratenon, qui est un député de La Réunion de chez nous, et qui, à la tribune, a dit, voilà, le nouveau drapeau, c'est celui-là. Et il a sorti un gilet jaune. C'est un député de la France Insoumise de La Réunion. Et voilà. Et là, il va prendre une amende, mais comme on est solidaire, on paiera tous une partie de son amende. Mais voilà, mais le truc principal quand même, ce sont les revendications que vous énumérez. C'est celle-là, c'est là qu'il faut bouger les choses. Et des choses très précises, comme vous avez dit, les taxes, 20% de plus sur le contrôle technique et tout. Ça, c'est tout de suite, ça. Ça peut se faire tout de suite. Moi, oui, d'accord, monsieur. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que quand vous allez parler à l'Assemblée nationale, je veux que vous parliez au nom des Gilets jaunes. Ah oui, non. Que vraiment vous précisiez, j'ai rencontré les Gilets jaunes de l'Ariège. Je parle à leur nom, pas au nom de votre parti. Ah mais ça, écoutez, moi je veux bien, mais ça on va me dire, je récupère. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. C'est le danger, ouais. Ah, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais voilà. Il faut ramener le message des Gilets jaunes. Voilà, c'est ça. Pas qu'ils apprennent. C'est exactement, c'est ce que je vais faire. Je vous transmets le message. En tant que député, je vous transmets le message des Gilets jaunes de ma salle. Voilà. Reçu des doléances que vous retransmettez, mais pas au nom de... Non, mais quel que soit. Monsieur, là, on vous fait confiance sur la façon dont vous devez agir. Ça, c'est votre problème, c'est plus le nôtre. Nous, notre problème à nous, c'est que vous nous représentez, enfin, vous fassiez le porte-parole de ce que nous, on a à dire. D'accord, mais ça, il n'y a aucun problème là-dessus. On va le faire en plus, ça va. Moi, j'ai aucun problème à balancer tout ça. Il n'y a aucun problème, au contraire, je suis pour tout ce qui est dit là. Sauf ce que je vous ai dit sur les aides. Moi, je voudrais vous poser une question, monsieur. Tous les députés touchent le même salaire au niveau de l'Assemblée? Ça dépend. Ça dépend s'ils ont d'autres charges. Le questeur, le vice-président touche plus. Et le président, bien sûr, touche plus. Après, non, même un président de groupe, Mélenchon, ne touche pas plus que nous. Voilà. Donc, est-ce qu'il est possible? On n'arrête pas de nous dire, les députés, ils se nourrissent sur notre dos, ils font ceci, ils font cela. Mais ça, c'est Macron qui organise ça pour pouvoir diviser par deux. Mais bien sûr, monsieur. Donc, ce que moi, je pense qui serait bon, c'est que réellement, on ait les frais. D'abord, parce que c'est nous qui vous payons. Donc, vous nous devez une transparence. Que chaque député, dans chaque circonscription, donne exactement le montant de ce qu'il perçoit, les indemnités de ceci et de cela, pour que tout soit marqué. Et à quoi elles servent, les indemnités? Si c'est pour payer du personnel pour vous aider dans votre tâche, ou si c'est pour vous payer les travaux dans votre maison. Il faut absolument... Non mais... Non mais monsieur, il faut que les choses soient claires. Il faut qu'on arrête d'essayer de nous bourrer le mou en nous disant « eux, ils profitent de vous » et qu'on puisse, quand les gens nous posent une question, qu'on puisse répondre. D'accord, parce que ceux qui profitent véritablement de vous, ce sont des gens qui, par exemple, préemptent le Grand Palais qui est à vous, c'est le patrimoine national, pour faire l'exposition Louis Vuitton. Et lui, il a 73 milliards d'euros, c'est le premier à les taxer. Total, les grands patrons, là, il y en a 300 000 à qui on rend un chèque de 1 million d'euros. Faut pas déconner, quoi. On rend un chèque de 1 million d'euros.
Donc ceux-là, ouais, il faut leur dire. Nous, il y a l'un des députés qui ont 1 million d'euros. Mais moi pas, mais il y en a sûrement beaucoup moins que 300 000, quoi. Déjà, on n'est que 577. Il faut trouver le pognon là où il est chez les riches, le pognon. Ah, évidemment. Il est là. Et là, vous l'aurez beaucoup plus en grosse quantité, en très grosse quantité. Moi, je veux bien, vous tapez sur vos élus, mais le problème, c'est... C'est pas pour taper sur les élus, monsieur, justement. C'est pour prendre votre défense. Parce que si vous avez... La transparence de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je vous donnerai ma fiche de paie, je veux connaître les vôtres. Ben, pas de problème. Et donc, il y a les enveloppes. Il y a certains peut-être que... Les enveloppes. On a un salaire, et j'ai vu un truc sur M6 comme quoi on touchait 14 000 ou 24 000 euros. On ne touche pas ça. Déjà 24 000, je ne sais pas où je le sors. Il y a des enveloppes. Effectivement, ici, il y a Fabien Collin, Anaïs Souquet, qui sont 2 attachés parlementaires. Anaïs s'occupe de la com et tient la permanence de Saint-Giron. Fabien tient la permanence de Pamiers. Et à Paris, j'ai un directeur de cabinet qui coordonne toutes les actions du cabinet au local, au national et à l'international. Pour ça, il y a une enveloppe. Et qui est pour ça. Je ne peux pas le prendre pour moi. Je ne peux pas me rajouter au salaire. Et puis dans nos salaires, et vous le savez, il y a des cotisations pour ceux qui sont dans certains partis. Voilà. Et donc le salaire, ce qui est marqué sur la fiche des payes, n'est pas forcément ce qu'on a dans la poche. Parce qu'on participe au mouvement, et notamment qui nous a fait élire tout ça. Et ça, c'est normal. Mais ça va, on ne se plaint pas, on est... Voilà. Par contre, après, au niveau horaire, des 35 heures, c'est vrai qu'on les fait en 2 jours. Mais bon, c'est pas grave, on l'a choisi. Le truc... Et voilà, donc à partir de ce moment-là, les enveloppes, on a des enveloppes, moi, je pourrais... Parce que maintenant, il y a ce qu'on appelle une fongibilité. Donc, on pourrait payer plus, avoir plus de gens à notre service, voilà. Et surtout, il y a une enveloppe qui pourrait nous permettre d'avoir, dans une résidence hôtelière, quelque chose comme ça. Moi, j'ai fait le choix de dormir dans mon bureau. C'est un lit mural. Et quand je le déplie, il arrive à 12 cm de mon bureau. Je dors là, ça va, quoi. Il y a pire que moi. Il y a des gens qui sont dehors, hein, donc ça va. Mais voilà, il y a des choix qu'on fait pour pouvoir payer très convenablement des gens qui, eux, calculent par leurs horaires. Parce que moi, si je me défonce bien, il faut savoir qu'eux aussi. Hein. Et eux, par contre, ils ont un salaire acceptable et je veux qu'il soit très acceptable de manière à ce que ça va, ils n'aient pas ce problème-là non plus. Voilà, donc au niveau des enveloppes, si vous avez besoin, ce sera à disponibilité ici à la permanence. Vous pourrez le consulter comme vous voulez et il n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème à dire ça. Et vous pouvez, si vous voulez en plus, sur Internet, on vous le dira. Est-ce qu'on ne vous le dit pas? Moi, je vous le dirai, il n'y a aucun problème. Alors, moi, j'ai une autre question à poser. Hier soir, on nous a conseillé d'aller à la gendarmerie, les uns derrière les autres, et d'aller porter plainte contre le gouvernement. Est-ce que ça servira à quelque chose? C'est la même chose que l'article 68, ça ne sert à rien peut-être dans les faits, mais ça a une impact. Les gendarmes, en fait, la gendarmerie vont prendre, s'il n'y a pas en face de dommages, à la rigueur, ceux qui peuvent porter plainte, c'est les gens qui ont été blessés, voilà. Pendant les manifestations. Eux, oui, ils peuvent. C'est eux, ils peuvent. Après, nous, voilà. Je me suis renseignée. On nous dit tout et n'importe quoi. Il faut faire la part des choses. Mais c'est pas grave, vous allez la faire. Moi, j'ai confiance. Je pense que vous allez la faire, la part des choses, à un moment donné. Et c'est pour ça que c'est bien qu'on échange, notamment sur les élus, sur votre représentativité. Et donc, vous allez la faire, la part des choses, et devenir de plus en plus efficace. Et voilà, et puis moi, s'il faut vous aider, mon cabinet et moi, on est à votre disposition. On vous aidera en vous disant, ça c'est pas là, c'est plutôt là-bas et tout. Franchement, pas de récupération dans ce que je vais dire, mais on mène le même combat. Nous, on a été élus pour ça. Excusez-moi, il y avait quelqu'un qui demandait la parole, je sais pas. Moi j'ai une question en fait qui s'adresse à vous plus directement en fait, en tant qu'élu de la 5e, donc pas à l'AFI. C'est qu'est-ce que vous pensez, vous perso, en fait, en tant qu'élu, du référendum, de la mise en place du référendum d'initiative citoyenne, c'est-à-dire la possibilité de révoquer, de s'opposer, de proposer des lois, et des élus, en fait. Et que ce soit mis en place réellement, quoi. Est-ce que vous, en tant qu'élu, voilà, c'est un truc... C'était dans notre programme. C'était dans notre programme, le référendum révocatoire. Il était dans notre programme. Voilà, mais voilà, qu'il soit... Oui, mais nous, on est pour. Et, par exemple, j'entends passer à une 6e République. On est pour passer à une 6e République. Mais, vous savez, passer à une 6e République,
peut vouloir dire quelque chose de pire que la cinquième. Alors, il faut qu'elle soit sociale. Il faut qu'elle soit absolument sociale. Et pour ça, il faut donc une constituante. Ce que nous disions depuis 3-4 ans, voire plus, où on nous traitait d'illuminés, de Do River, est en train de devenir d'actualité aujourd'hui. Et effectivement, il faut une 6e République avec, dans la Constitution, une règle verte et aussi ce référendum révocatoire. Au bout de 2 ans et demi, je suis le premier d'accord pour me l'appliquer. Au bout de 2 ans et demi, je n'ai pas répondu aux vos attentes dans le mandat que j'ai fait. Et ben vous votez, vous me révoquez, vous réélisez quelqu'un. Moi, je suis OK avec ça. Précision, il nous reste, parce que monsieur Larrive a un avion, et du coup il nous reste un quart d'heure. Vous voulez qu'on aille le bloquer? La taxe carbone. Si vous voulez, on s'arrange. Je vous pouvez appeler des copains de Toulouse. Moi, je voudrais juste savoir comment vous allez parler. Alors, comment on peut le voir? Parce que moi j'aimerais bien le voir. Moi aussi. Comment on peut le voir? Quand vous allez y aller tous. Ok, je vais répondre à ça parce que c'est important. Non, mais le truc c'est que là, mon tour de questions au gouvernement est passé. Il était il y a 2 semaines et donc j'ai fait une question sur les gilets jaunes déjà, puisque c'était au départ du mouvement. Mais là, je viens de penser que j'ai ce qu'on appelle une QOSD. C'est une question ouverte sans débat. Et là, on parle de la circonscription souvent. Et on avait décidé de parler de quelque chose. C'était de quoi? C'était les gravières. Ouais, on va switcher ça. On va switcher ça et on va parler des gilets jaunes, puisque j'ai un temps de parole. Et ils ne peuvent pas me le refuser parce que je suis inscrit depuis un moment. Et comme nous, on est un petit groupe, plus on est petit, moins on a de parole. Mais on a un groupe. Si on était 14, on n'aurait pas de groupe. Et là, ça craindrait vraiment parce que, par exemple, en face, quand ils sont 8, ils n'ont pas de temps de parole à l'extrême droite. Ils ont très peu parce qu'ils s'appellent non-inscrits. Les non-inscrits, c'est pas un groupe, mais c'est des gens à part. Et dans les non-inscrits, il y avait Pinel, Lassalle, Le Pen. Tout ça, c'était les non-inscrits. Pinel, maintenant, est dans un groupe. Donc, on va poser une question. On va poser une question sur les gilets jaunes. Et alors, je crois que c'est cette semaine, c'est pour ça. Alors, le truc, c'est que. Alors, je sais pas, elle a été enregistrée, ta question. Ah, il faut voir si je peux changer. Je sais pas si tu peux squeezer ce que tu as découvert. Non, mais. Je pense que je vais prendre le droit. C'est-à-dire que. Je vais prendre le droit. Et le ministre qui sera là ne sera pas celui qui sera complètement compétent pour me répondre, mais au moins la question sera posée. Mais par contre, c'est un bon vouloir. Alors, on risque de me couper le micro, mais je vais le faire quand même. C'est un bon vouloir du président de l'Assemblée. C'est exactement ça. Il risque, lui, parce que lui, il a le bouton du micro. Il risque de dire ça n'est pas la question que vous avez déposée, mais je vais le faire quand même. Pour parler plus fort. Pardon? Pilule pour parler plus fort. Vous ne pouvez pas nous inviter à l'Assemblée? Vous ne pouvez pas nous inviter à l'Assemblée, on va y aller. Comme ça, on va les obliger à vous écouter. C'est une excellente idée. Écoutez, moi je viens de recevoir les maires là-haut. Si je peux en avoir 6 à chaque fois. 6 invitations on peut mettre, 6 personnes dans les tribunes là-haut, les gradins. D'ailleurs, à mon avis, cette semaine, on n'est pas à l'abri qu'il y ait justement... Voilà. Alors par contre, vous êtes fouillés ou des choses comme ça. Donc, je ne sais pas. Après, après, il y a des huissiers. Et voilà. Mais par contre, moi, je peux effectivement, si vous me le demandez, vous inviter là-haut, et je vous engage, mais même quand vous passez à Paris, à venir, je vous montrerai les choses. Non, mais on ne sait jamais s'il y a des syndicalistes qui montent et que je reçois à Paris. Et donc, les syndicalistes à Région, je parle. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça et que vous soyez, vous, dans l'hémicycle, en haut, vous voyez, et assister au débat. Et ce qui est intéressant, c'est sur les questions au gouvernement. Ce que je veux vous dire aussi, vous disiez monter la voix. Mais non, parce que quand on pose des questions, nous, les 17, on est au milieu super hostile. Quand on pose une question, tous ils hurlent comme des putois pour essayer de nous déstabiliser. Est-ce que vous entendez
À la télé, c'est juste ce qu'il dit dans le micro. Tout le reste des sons est filtré. S'il coupe, vous m'entendrez faire. C'est la liberté. À porte-voix, il faut le faire pendant qu'il dort. Par exemple, c'est vrai que ça dort beaucoup. Voilà, mais trouver 6, et on essaie de faire monter 6. Quand est-ce que vous prenez la parole? On voit si j'ai quelques. Voilà, j'ai votre contact à vous, j'ai celui de Nico. Vous pouvez m'enfiler quelques autres des contacts et en fait, je vous tiens au courant par l'intermédiaire de quelqu'un d'entre vous. De toute façon, vous arrêtez n'importe quel gilet jaune de. Non, mais et puis Anaïs, regardez, on a un site internet. Je ne sais plus comment il s'appelle, Michel-Larive. On a un site internet et là il y a des vidéos. Et donc les vidéos, vous les verrez là-dessus, ça c'est sûr. Vous les verrez sur le site de l'Assemblée nationale et ils passeront les questions ouvertes sans débat, je ne pense pas qu'elles passent à la télé. Les questions au gouvernement, oui. Mais sinon vous les aurez là-dessus. Et à vous après de les diffuser ou pas, vous faites ce que vous voudrez après, mais vous les aurez là-dessus dans tous les cas de figure. De toute façon, il faut bien dire à vos amis députés et même les autres. Pendant des décennies, on a stocké des gâteaux de et qu'il faut dire à M. Macron qu'il arrête d'agiter un détonateur. Parce qu'en 68, il n'y avait pas beaucoup de bateaux dynamiques. Mais depuis 68, il y en a eu de stockés. Et là, c'est plus mauvais. Et là, c'est une image. Non, c'est une image. Si vous voulez, le peuple se révolte carrément. Excusez-moi, je dois partir. Je suis mamie de 12 petits-enfants. L'aînée, elle a 16 ans. Elle est venue me voir hier soir parce qu'il y a eu une réunion justement là-bas. Elle est venue pour me voir. Alors, mamie, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que nous, on en a marre aussi. Elle a 16 ans, la gamine. Et mon dernier fils qui a 20 ans, donc vous voyez, et bien, il y a plein de gamins qui viennent à la maison pour me demander ce qu'on va faire. Parce que même eux, ils en ont marre. Et ils ont 20 ans. Parce qu'ils ne sont pas, parce qu'ils ont beaucoup mal. Merci. Merci à vous aussi.